Alors moi je vais vous présenter les champignons et l'arbre respiratoire. Donc le but de ces études c'est d'essayer de déterminer le potentiel pathogène d'un champignon quand on le retrouve dans des prélèvements respiratoires. Peut-être. Vous n'allez pas vous laisser avoir. Alors je vais d'abord commencer par les candidats. Pourquoi par deux cas qu'on a vus avec Nadim et avec Benjamin Coiffard, le réanimateur, qui nous ont un peu interpellés puisque c'était deux patients greffés pulmonaires, l'un sur CF, l'autre pour emphysème mixte. Et après la greffe, en fait, ils avaient des condensations péribronchiques sur les scanners, comme on peut le voir. Et la seule chose qu'on trouvait dans leur prélèvement respiratoire, c'était pour l'un du candida glabrata et pour l'autre du candida albicans. Donc au début, on n'y croyait pas trop et à la fin, ils ont quand même été traités pour les candidats et ils ont guéri. Il faut dire que les images qu'il y avait à la fibro aidaient puisque ça faisait quand même très image de candidose sur muqueuse. On peut voir les enduits blanchâtres sur les bronches. Donc j'ai regardé Candida dans les prélèvements respiratoires au niveau du nombre d'articles dans PubMed. On dirait qu'il y a eu... Bon, alors il y a peu d'articles, c'est certain, mais on dirait qu'il y a quand même deux grandes époques où on s'y est intéressé. Donc dans les années 70, et que depuis quelques années, il y a eu un regain. J'étais un peu étonnée de voir qu'il y avait un regain d'intérêt pour les candidats et les pneumonies. Donc il faut savoir que la prévalence d'isolement des candidats est de 93% dans les prélèvements respiratoires, donc c'est le champignon le plus souvent retrouvé. On se doute bien que la VPP va donc être extrêmement mauvaise. Et après, tout est de savoir est-ce qu'il a vraiment un rôle pathogène ou pas. Donc certains chercheurs l'auraient associé à une diminution des fonctions respiratoires chez les patients qui ont la mucoviscidose. D'autres disent que quand il y a quand on trouve des candidats dans les prélèvements respiratoires, ça augmente la durée de la ventilation mécanique, la durée d'hospitalisation et la mortalité chez les patients qui sont en réanimation. Certains disent aussi qu'il favoriserait certaines bactéries, donc certaines pneumonies à bactéries comme le pio, etc. Enfin bref, ça doit certainement donner l'idée d'une dysbiose, en fait, le fait de retrouver ces candidats dans les prélèvements respiratoires. Alors pour vraiment, est-ce que l'entité clinique pneumonie à candida existe-t-elle vraiment ? Dans la littérature, il y a eu 91 cas confirmés par histologie jusqu'en 2009. L'étude de Contoyanis qui a autopsié 676 patients avec des cancers donne 14% de pneumonie à candida, donc ça semble énorme. Alors j'ai quand même repris tous les chiffres, j'ai enlevé déjà toutes les candidoses disséminées, on tombe plus qu'entre 6,6 et 4,7% si on enlève les cas où on ne savait pas s'il y avait une candidose disséminée ou pas, enfin les cas où ça avait été recherché ou pas. Ce qui paraît déjà plus plausible. Schnabel rapporte 0,7% avec un seul cas autopsié sur 700. Alors c'est aussi un peu ça le problème de la pneumonie à candida, c'est que quand on la diagnostique sur juste les prélèvements respiratoires, on dit peut-être c'était pas ça, mais quand on fait l'autopsie, on peut aussi se dire que finalement c'était le per mortem qui est en train de s'accomplir et que les candidats, évidemment, il y a plus de translocation au moment du per mortem, donc on peut critiquer un peu les deux approches. Donc en fait, bref, ça reste rare. Alors au niveau de l'imagerie, qu'est-ce que ça pourrait donner comme aspect ? Des bronchopneumonies, donc comme on l'a vu chez les deux patients qui étaient greffés, des abcès, des granulomes, des exsudats intracavitaires, des abcès, des miliaires, voilà un peu tout ce qu'il peut y avoir. Donc il n'y a pas d'image pathognomonique pour la pneumonie à candida. Maintenant, je vais passer aux champignons filamenteux dans la mycoviscidose. Donc là, c'est un peu l'état de l'art qu'il existe sur les espèces qui ont été décrites avec une pathogénicité établie dans la muco et celles qui ont une pathogénicité non démontrée. Ceci dit, on en trouve plein d'autres et puis on n'est pas toujours d'accord avec cette représentation schématique de la littérature. Donc j'ai regardé les prélèvements respiratoires chez les patients de mycoviscidose sur 10 années, donc de 2009 à 2018. Donc qu'est-ce qu'on a pu voir sur ces années ? Que le nombre de patients a augmenté, que l'âge médian est resté à peu près le même pour les patients, que le sexe ratio reste à peu près le même mais en faveur donc des femmes, il y a plus de femmes muco. Le nombre d'isolats est plutôt en augmentation, sauf sur 2018 de manière étonnante. Le nombre d'espèces a augmenté, donc ça on était content, ça veut dire qu'on identifie de plus en plus d'espèces, donc les capacités du laboratoire sont meilleures.
Également pour le nombre d'aspergillus différents. Et puis après, peut-être ce qui est interpellant, c'est quand même que pour le nombre médian d'espèces par patient, il y a certains patients qui ont eu 25 espèces différentes, par exemple sur tous les crachats qu'on a fait sur une année. Donc ils ont vraiment beaucoup de champignons filamenteux différents retrouvés par patient. Et donc après, comment on fait pour déterminer si c'est une colonisation, une infection ou un portage transitoire? Donc c'est là que ça devient un peu difficile. Donc j'ai essayé de le faire par 3 approches, le ratio isolat sur patient et le pourcentage de patients colonisés pour chaque espèce. Donc sachant que la colonisation est définie de telle sorte que les 2 isolats soient espacés d'au moins 10 jours mais de moins de 1 an pour qu'on considère que c'est toujours de la colonisation, c'est pas que c'est un isolat de novo. Par la différence de fréquence relative des espèces chez les malades et dans l'environnement, qui seront comparées par un test de Fischer, et ensuite de regarder est-ce qu'il y a des saisonnalités différentes ou si est-ce qu'il n'y en a pas chez les malades ou l'environnement. Alors pour la première approche, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce tableau. On voit qu'en tête de liste apparaissent surtout des aspergillus, donc avec Aspergillus alabamensis, qui n'est pas très connu, mais qui a colonisé un seul patient dans toute notre étude, mais pendant 1602 jours quand même. Vient ensuite Aspergillus fumigatus, qui colonise quand même. Enfin, les patients chez qui on le retrouve, il y en a 88,25% qui sont colonisés. Ils touchent 64,86% de la cohorte de muco, mais il y en a 88,25% qui sont colonisés de manière pérenne pour une médiane de colonisation à 681 jours quand même. Donc ça fait beaucoup. Pareil pour Fischerianus, 1352 jours de colonisation. Après les aspergillus, qu'est-ce qui sort? Il sort les Pseudosporium, Pseudosporium boydii, ici, voilà, qui est aussi un fort potentiel colonisateur avec 555 jours de colonisation. Et Pseudosporium apiospermium, donc pour les Pseudosporium. Et après donc Rhazamsonia piperina, un ancien pénicillium donc qui est connu pour coloniser aussi les patients mucaux. Alors ça c'était ce que m'avait demandé de faire Monsieur Raoul, puisqu'il m'avait dit le ratio c'est bien, mais souvent ce qui est bien c'est de représenter le nombre d'espèces par ratio pour voir s'il y a un gap. Donc je l'ai fait, et ce qu'on voit c'est que c'est un 1, puisque le 1 il y en a presque 170 espèces, et le reste de ceux qui ont un ratio supérieur à 1, c'est toutes les autres, mais il y en a très peu. J'ai agrandi ici, parce que sinon ça écrasait tout. Donc manifestement s'il y a un ratio supérieur à 1, peut-être que ça colonise. Et après, j'ai classé, donc comme il y avait beaucoup d'aspergillus, j'ai essayé de voir si les aspergillus qui avaient un fort ratio n'étaient pas tous dans les mêmes groupes. Donc j'ai regardé dans quel groupe ils étaient. Donc là, vous voyez tous les groupes d'aspergillus qu'il existe. Et on voit finalement que ceux qui ont des très très forts ratios de colonisation, ils sont tous dans la section fumigati, dans la section terrii et dans la section flavii. Alors que les autres, ils ont des ratios qui sont faibles. Donc on pourrait se dire que les champignons qui sont dans ces groupes ont un potentiel colonisateur fort. Pour les Pseudosporium, j'ai fait un peu pareil donc sur un arbre. Et donc ceux qui colonisent, c'est Boydii et Apiospermium. On avait eu très peu de Minutispora, d'Orotiacum et de Prolificans, et qu'il n'y avait pas de potentiel colonisateur. Donc pareil, Boydii et Apiospermium, ils sont assez proches dans l'arbre. On n'a pas eu d'Angusta, qui est au milieu. Alors ensuite, la deuxième approche que j'ai faite, donc, c'était de comparer les fréquences relatives entre les malades et l'environnement et de les comparer par un test de Fischer. Alors bien sûr, il y a un biais sur les prélèvements environnementaux, puisque j'ai pris les prélèvements du Klein, donc avec 1474 prélèvements positifs, et il me manquait, j'ai pas pu retrouver les datas 2012-2013 et premier trimestre 2014 par rapport à l'étude, puisque je voulais faire 2009-2018 de manière identique. Et d'autre part, c'est des prélèvements qui sont faits indoor dans des pièces qui sont censément stériles en plus, donc ça fait quand même un biais par rapport à l'environnement extérieur, qui aurait été évidemment un meilleur marqueur, mais c'était les datas dont je disposais. Donc si on compare la fréquence chez les malades vs l'environnement, et qu'est-ce qui sort? On a 13 espèces qui sont significativement plus associées aux malades, donc qui sont là. Et donc on retrouve les fumigatus, les flavus, le Thererius, les Pseudosporium, comme tout à l'heure essentiellement. Il y a 196 espèces communes. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'environnement? D'autres aspergillus, des fusariums et aussi les mucorales qui sortent dans ce groupe. Donc j'ai remis sur l'arbre, à voir si ça refaisait pareil. Donc en bleu, c'est ceux qui sont plutôt associés aux malades, en vert, c'est plutôt ceux qui sont associés à l'environnement. Et donc les bleus, ils sortent pareil dans la section flavie des aspergillus, dans la section fumigati et dans la section terrii.
avec l'exception de Westerdishkae qui est plus associé aux malades et qui est dans la section circumdati. Alors que les environnementaux sont plutôt dans Houstine, Idulance, versicolore, etc., voire même la section nigri qui sort pas. Alors après, j'ai regardé la saisonnalité entre les malades et l'environnement. Donc là, c'est le pourcentage des souches en fonction des mois. Donc en bleu, c'est les souches environnementales d'Aspergillus fumigatus, et en orange, c'est les souches des patients. Donc on voit que les souches des patients sont à peu près tout le temps assez écrasées, à part peut-être en août, mais on peut se dire qu'il y a un effet vacances et que les gens ne viennent pas pour se faire prélever quand ils ont la mucoviscidose à ce moment-là. Alors qu'on a un gros pic en mai, juin, juillet. Alors bêtement, je m'attendais à ce que ça sorte en septembre, enfin à l'automne comme les autres champignons, mais pas du tout, ça sort plutôt mai, juin, juillet. Alors j'ai regardé un peu pour les autres, alors j'ai pas pu le faire pour tous, pourquoi ? Parce qu'avec 1474 prélèvements et 191 espèces, je manque un peu de données, puisque si j'ai que 10 isolats, ça vaut pas trop le coup de faire une saisonnalité, on va rien voir. Donc j'ai fait pour ceux où il y avait beaucoup de data. Et donc pour Flavus, on retrouve un peu la même chose, c'est le pic au moment estival dans l'environnement, alors que pour les malades, ça reste à peu près stable toute l'année. Et pour Niger, alors on observe autre chose, on observe que dans l'environnement, le pic se situe autour de mai, juin, juillet, et que ce qu'on retrouve chez les patients, c'est décalé en fait. Parce qu'effectivement, peut-être qu'ils doivent avoir le temps de respirer les spores, puis de venir à l'hôpital se faire prélever, et donc le pic est décalé chez les patients. Et donc là, on pourrait penser que c'est un potentiel colonisateur fort, puisque c'est stable sur toute l'année, et là, un potentiel colonisateur faible, puisqu'on retrouve le pic. Alors Stéphane m'a demandé ce matin si Niger et Aspergillus tubengensis, qui sont très proches, qui sont tous les deux des nigris, avaient le même pic au même moment, parce qu'on a l'impression qu'on trouvait plus de tubengensis, et en fait c'est que les pics sont décalés, puisque Niger c'est mai, juin, juillet dans l'environnement, et tubengensis c'est plutôt septembre. Donc là justement on commence à avoir réémergé des tubengensis alors qu'il n'y en avait pas trop ces derniers mois, et qu'on commençait à se dire tiens c'est bizarre. Alors si on fait le total de tout ça sur notre classification des aspergillus, donc en rouge vous avez ceux qui sortent par le ratio ou la comparaison par rapport à l'environnement. Donc on a Flavus et Oryzae qui sont identiques. On a Aspergillus terreus, Fumigatus et Fischerianus. Ceux qui sortent que par le ratio sont en bleu, donc ils sont toujours dans la flavisection, Tamari et Nomius. C'était en jaune le ratio, donc Alabamansis et Fumigati affinis, c'est ceux qui sortent dans l'étude de Fischer par rapport à l'environnement, donc c'est Tamari, Nomius, Westerdishkae et Lentulus. Donc en conclusion, peut-être faire attention à la pneumonie à Candida chez les REA, le transplanté pulmonaire et les patients qui ont un cancer, enfin en gros les immunodéprimés, puisque ça arrive rarement, mais quand même parfois ça existe aussi. Il y a trois grands groupes d'aspergillus qui sortent de l'étude en ayant un potentiel colonisateur important et qui appartiendraient aux sections Flavi, Fumigati et Terrii. Et bien sûr un fort potentiel de colonisation des Pseudosporium, Apiospermium et Boïdii qui sort, ça confirme la littérature. Mais attention, n'importe quelle souche de filamenteux peut quand même être invasive chez le grand patient immunodéprimé, puisqu'on a eu du Dulacroxy qui fait partie des nénulons, qui avait fait des aspergilloses invasives chez des patients très immunodéprimés. Voilà.